Alors, bonjour tout le monde. Comme à chaque vendredi, je fais une petite chronique BD, je veux dire plutôt une chronique littérature, mais je parle souvent de BD parce que c'est ma passion. Je vous rappelle pour les gens qui m'écoutent pour la première fois, ça peut arriver, que le concept de la chronique, alors je suis toujours en direct, alors il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y aura pas d'écran qui va apparaître, puis il n'y a pas de truc d'explosion, ce n'est que moi et vous. Et je parle majoritairement de livres qui sont disponibles à la bibliothèque François Hertel, du cégep de la Pocatière, dans lequel je travaille, ou lequel je travaille. Alors, c'est tous des livres qui sont disponibles, et j'espère qu'ils sont également disponibles dans les bibliothèques qui sont proches de vous. Je parle souvent de BD, majoritairement de BD. Pas que je n'achète que de la BD à la bibliothèque, absolument pas. C'est seulement que c'est ma passion. J'ai décidé de partager cette passion avec moi, avec vous. Mais aujourd'hui, j'ai quelques petits livres à vous parler également. Alors, et comme je suis en direct, je vais répondre à vos commentaires, vos salutations, vos questions. Alors, des fois, ça peut paraître confus, mais c'est le concept de ma chronique. Alors, c'est comme ça. Et puis, je remercie tous les gens qui me regardent. Je sais qu'on n'est pas des tonnes, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. J'aurais voulu avoir 3 millions de vues. Je ferais des capsules sur les chats, les bébelles ou bien encore la cuisine, mais c'est pas le cas. Alors, je fais des capsules sur la littérature. Alors, je vois qu'il y a déjà des gens qui me saluent. Il y a mon ami Stéphane qui me salue. Alors, salut Stéphane. Mon ami Yann également. Alors, salut Yann. Et mon ami Simon. Alors, salut Simon. Si vous avez des questions, vous vous gênez pas. Vous me les posez, je vais répondre en direct avec vous. Alors, on se jase BD, on se jase livre ensemble. Alors, allez-y, arrêtez-moi, il n'y a pas de problème. Chronique aujourd'hui quand même assez chargée. Je vais discuter des nouveautés que nous avons reçues à la bibliothèque. Bien entendu, c'est des nouveautés que j'ai sélectionnées, majoritairement de la BD, mais également dans ce qu'on peut appeler mon domaine privilégié, dont le fantastique et la science-fiction. Alors, je pourrais vous présenter tous les livres que j'achète ici pour vous montrer que je n'achète pas que des livres de science-fiction, mais ça serait énormément long. C'est pas dit qu'un jour je ne le ferai pas, mais pour l'instant, je sais que les gens qui m'écoutent aiment que je leur parle de ce que moi j'aime. Alors, il y a mon ami Christian qui me dit salut. Alors, bonjour, mon ami Christian. Alors, je vais donc vous présenter quelques nouveautés que j'ai reçues qui, ma foi, sont quand même assez géniales pour la plupart. J'ai vu des belles choses qui se rattachent à la culture populaire, à la culture geek et à la science-fiction. Vraiment des très, très beaux trucs. Alors, je vous montre ça tout de suite. Et en deuxième partie, je vais vous parler de ma dernière lecture BD, qui est le troisième fils de Rome, juste ici. Ça, je vais parler de ça en deuxième partie. Et je vais revenir sur ma dernière lecture de Armada de Ernest Cline. Comme vous pouvez voir, j'ai pratiquement la moitié de lu en quelques jours. Alors, ça va être là-dessus que je vais discuter de ma petite chronique littéraire BD aujourd'hui. Alors, qu'avons-nous reçu de beau à la bibliothèque? Je commence à tout seigneur, à tout honneur, avec le nouveau Star Wars, qui est le docteur Aphra. Alors, le docteur Aphra, c'est un personnage qui était un peu secondaire dans la série Vador. C'est un genre d'archéologue qui a aidé Vador dans sa quête et à la fin de la série Vador, elle est laissée pour morte. On savait bien que pour le moment que Star Wars, Marvel allait pas se débarrasser de ce personnage-là qui était très populaire, on l'a aimé. Un genre de Lara Croft de l'espace. Alors, c'était une belle série, c'était un beau personnage qui avait été créé. Et là, on revient avec sa série propre à elle. Alors, ça, c'est le tome 1. Alors, c'est bien entendu chez Panini Comics. Alors, c'est je pense que c'est les 4 ou les 5 premiers comics mis ensemble. On appelle ça un paperback. Là. Alors, c'est très, très bien fait. Un beau personnage, j'adore ce personnage-là. Elle est badass, elle est bien construite, et en plus là, on tombe vraiment dans son passé. Alors, on a des flashbacks pour bien nous expliquer d'où elle vient. Et puis, c'est un personnage qui est comme sur la ligne entre la légalité et l'illégalité. Elle est bonne, mais des fois, elle n'hésite pas à tuer pour arriver à ses besoins. C'est un beau personnage que j'aime, c'est une belle BD que j'aime. J'ai bien aimé le scénario, j'ai bien aimé le dessin également. Alors, Star Wars font des belles choses. Alors, moi, j'adore ce que Marvel nous donne présentement avec Star Wars. J'ai pas de mauvaise lecture en tant que tel. Il y en a qui sont moins bonnes que d'autres. Mais encore une fois, là, les dessins, c'est des dessins classiques. Là. Je sais que ma caméra, des fois, n'est pas très, très bonne, mais en tout cas, je fais avec ce que j'ai. Alors, j'ai hâte de voir ça, le troisième fils de Rome. J'en parle à la fin. Alors, une belle lecture, Star Wars, Docteur Aphra. Hein, pourquoi Docteur? Parce que c'est une archéologue. Une très, très belle chose. Je continue dans la BD
avec Istien et Saito, c'est Orc and Goblin, c'est Turuk. Alors, ça, c'est chez Soleil. Alors, le semi-orc Turuk se réveille, sonné, blessé, amnésique, et il appande les rues d'une cité abandonnée ou presque, puisqu'un archer semble vouloir lui faire la peau. Il y a des créatures sur lesquelles il tombe par hasard dans la pénombre d'une bâtisse. Des créatures qui veulent le dévorer, mais qui craignent la lumière. Qui sont-elles? Pourquoi cherche-t-on à le tuer? Alors, c'est cinq peuples, 5 univers. Ici, on a les orques et les gobelins. Alors, j'ai bien hâte de lire ça. C'est tout nouveau, ça vient tout juste d'arriver. Je peux essayer de vous montrer un peu le petit côté. Là. Il se tient au scénario, c'est quelqu'un qui est quand même connu. Là. J'essaie de vous montrer un peu le style de dessin. Hein. C'est très, très joli. C'est du médiéval fantastique, bien entendu. Alors, il faut aimer ce style-là. Alors, et dans cette série-là, ben, on a les nains, on a les elfes, et là, on a les orques et gobelins. Alors, ça vient tout. C'est tout juste d'arriver, c'est tout chaud. Alors, j'ai très hâte de lire ça. Et c'est le numéro 1. Alors, voilà pour ça. Je continue dans les BD avec une BD qui a gagné énormément de prix cette année, qui est Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, juste ici. Cette série que je veux lire, Vive Turok. Oui, ben c'est une belle. Je savais que tu allais aimer ça, Yann. C'est ton style. Que feriez-vous si d'un coup vous aperceviez que vous ne vivez plus qu'un jour sur 2? C'est ce qui arrive à Lubin, maréchal, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, sans qu'il n'en ait le moindre souvenir, se réveille chaque matin alors qu'un jour entier vient de s'écouler. Il découvre alors que pendant ses absences, une autre personnalité prend possession de son corps. Un autre lui-même avec un caractère bien différent du sien, menant une vie qui n'a rien à voir. Pour organiser cette cohabitation corporelle et temporelle, Lubien se met en tête de communiquer avec son autre par caméra interposée, mais petit à petit, l'alter ego prend le dessus et possède le corps de Lubien de plus en plus longtemps. Ce dernier s'évaporant progressivement dans le temps, qui sait combien de jours lui reste-t-il à vivre avant de disparaître. Au-delà d'un récit fantastique vraiment prenant, ces jours qui disparaissent posent des questions fortes sur l'identité, la dualité de l'être et le rapport entre les corps et les esprits. Un livre qui a fait beaucoup parler de lui en 2017. Très, très beau dessin. Très, très simple. Très stylisé. J'adore ce style-là. Un découpage. Je ne l'ai pas lu. Alors, ça vient juste d'arriver. Alors, je vais vous en donner plus de détails quand je vais en parler. Et c'est aux éditions Glénat. Alors, juste ici, ces jours qui disparaissent. La plupart des nouveautés, là, je les ai reçues soit hier ou soit au début de la semaine. Fait que non, je n'ai pas eu le temps de tout lire ça. Je passe très rapidement sur cette petite série-là, qui est du manga. Mais c'est une petite série manga qui s'appelle je ne sais pas comment elle s'appelle. Ça s'appelle Classique. Alors, c'est des petits mangas, mais qui parlent de personnalités des personnalités connues. Comme ici, on a René Descartes, Discours de la méthode. On a également Nietzsche, juste ici. Alors, on a Karl Marx, juste là. Et on a Jean-Jacques Rousseau, juste ici. Et on termine avec Charles Darwin. Alors, vous pouvez voir qu'on prend vraiment des personnages historiques, on les met en manga. Alors, c'est une introduction pour les plus jeunes à ces personnages-là qui ont eu une importance capitale dans notre société. Alors, c'est très bien fait, c'est très, très bien, c'est très joli. C'est une belle introduction. Ça nous permet vraiment de commencer à intéresser les plus jeunes à ces gens-là. Alors, c'est une belle collection. C'est chez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est chez Soleil Manga, juste ici. Pas cher, hein? On parle d'une quinzaine de dollars par manga. Et ça se lit dans le sens ordinaire, là, pas dans le sens manga, là, comme on a l'habitude de lire les mangas. Alors, ça a été vraiment plus américanisé au niveau du sens de lecture. Alors, ça, c'est une belle collection qui m'a été proposée par un étudiant. Et je trouvais ça super intéressant d'avoir cette collection-là dans le manga qui vient nous parler de personnages très importants et historiques. Belle collection. Et je ne les ai pas tous, là, il y en a plusieurs. Là. J'ai sélectionné ces 5-là, mais il y en a d'autres là, que je vais probablement que je vais avoir la réponse des gens, mais je pense que ça va être une belle série qui va quand même avoir un beau succès. Je tombe sur César dans la collection. Ils ont fait l'histoire, j'en parle souvent. Une belle collection qui marie l'historique et la BD avec un cahier à la fin vraiment qui nous explique tout le personnage au niveau historique. Et là, on tombe sur César. Alors, bon, j'en dirai pas plus. Là, c'est vraiment l'histoire de César.
Alors, incarnation du génie militaire et de la stratégie politique, Jules César est l'une des figures les plus iconiques de l'histoire, dont le destin exceptionnel marqua le monde romain et l'histoire mondiale. Inspiré par la figure d'Alexandre le Grand, le jeune membre de l'aristocratie romaine gravit les échelons de la carrière sénatoriale de Rome et conquit Rome par ses campagnes militaires ainsi que ses succès politiques. Triomphant sur ses ennemis intérieurs et extérieurs, il commit pourtant une erreur fatale, se faisant programmer dictateur à vie. Il fut assassiné 3 jours avant le départ pour la campagne orientale qui lui aurait permis d'égaler la gloire d'Alexandre. Alors ça, c'est une série extraordinaire pour les gens qui aiment l'histoire. On mélange vraiment très, très bien ce petit côté BD, histoire-là, c'est sublime, avec le cahier à la fin fait par des historiens. Juste ici, parce que oui, c'est toujours une collaboration entre Glénat et Fayard. Alors, c'est vraiment une très, très belle série. Ça devrait être des séries qui sont comme incontournables dans toutes les bibliothèques, là. Je veux dire, c'est une bonne façon de connaître les grands personnages historiques. Puis c'est pas, ils vont en profondeur parce que c'est fait par des historiens. Alors, c'est vraiment très, très, très beau. Très beau. Puis le dessin, ben, ça varie. C'est toujours des dessinateurs différents, mais c'est toujours sublime au niveau des dessins. Alors, César, juste ici. Continuons. Là, je tombe plus dans les romans. Pacific Rim 2 est sorti au cinéma. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Pacific, c'est des gros robots qui se battent contre des gros monstres. Alors, ça, c'est la novélisation du premier film qui se fait quand même un bout qui est sorti, mais j'ai trouvé ça intéressant de commander la novélisation du film. Alors, c'est vraiment le petit roman qui vient nous parler de ce film-là. Alors, le deuxième est sorti. Alors, je ne sais pas si ça va avoir autant de popularité que le premier, je ne pense pas, mais il est comme sorti aussi en même temps que Ready Player One, alors c'était peut-être pas un bon timing. Il y a mon ami Ghislain qui m'a dit « Bonjour Marc ». Alors, bonjour mon ami Ghislain. Ça va bien? Ghislain qui nous a donné une magnifique BD et qui travaille sur un tome 2. Alors, j'en ai déjà parlé à une autre chronique. Alors, un petit bouquin pour les gens qui aiment la science-fiction. Le film en livre. Continuons. Ça, j'avais parlé du Nom du vent de Patrick Rothfuss. Et ça, c'est un tout petit livre si on compare avec son autre. Et c'est le même auteur. Alors, c'est encore une fois du fantastique. Alors, c'est la musique du silence. Je peux vous lire la 4e de couverture. Pour ce faire, je vais être obligé, par contre, d'enlever le petit... Ah, tu vois, j'ai un commentaire Pacifique 2 hier avec mon fils et mon père et nous avons bien aimé. Oui, alors je pense que les gens qui recherchent le petit côté robot fantastique, film d'action, vont aller voir Pacific Rim 2. Puis devraient normalement avoir autant de plaisir que le 1. Malgré que le 1 était fait par Del Toro. Alors, peut-être que c'est sûr qu'il n'y a pas cette même touche-là. Je pense que c'est un bon divertissement. Ça semble être un bon divertissement. Moi, c'est sûr que je vais aller le voir. Alors, rares sont ceux qui connaissent l'existence du sous-monde, une toile brisée d'anciennes galeries de pièces laissées à l'abandon qui s'étend dans les profondeurs de l'université. Protégée par ces labyrinthes sinueux, confortablement installés au cœur même de ces lieux désolés, vit une étrange jeune femme. Le silence et les ténèbres semblent être ses seuls compagnons, et sur le chemin qu'elle se ferait de cet univers souterrain, à moins qu'elle ne perçoive autre chose, comme une complainte des oubliés, mêlant douceur et amertume à son existence. Son nom est Ori, et sa vie est peuplée de mystères. On parle d'une belle prémisse en 4e de couverture, une très très belle couverture également. Alors, c'est de Patrick Rothfuss, c'est un nouveau roman. Alors, j'ai très hâte de lire ça, c'est sûr et certain. Puis ça va se lire quand même assez vite, parce qu'on parle d'un petit roman d'environ d'une 150 pages. Alors... voilà. C'est nouveau, c'est tout chaud. Nouveau, tout chaud. Ah, ça! Il joue. Hein? Padang! Comic US, Histoire d'une culture populaire. En 75, la sortie en librairie de la première version de ce livre est incroyable. Comic USA est tout simplement stupéfiant pour toute une génération de lecteurs français de bande dessinée américaine. À l'époque, les séries de Marvel et de DC n'ont encore aucune reconnaissance. Lire des comics tient à la fois de la contre-culture est un secret honteux. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Hein, on a tendance des fois à catégoriser les gens qui lisent la BD comme... on a tendance à catégoriser la BD comme étant très enfantine, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais bref, on vit encore beaucoup de préjugés. Du côté science-fiction, je te recommande les 3 séries
The Right Remender, Fear Agent, Black Science et Tokyo Ghost chez Image Comics est disponible en français. Merci Simon, je vais aller regarder ça. Lire des comics. Bon. Et voilà qu'arrive ce guide, le premier du genre en France, lequel, en des thèmes précis et pédagogiques, relie entre eux les événements, les différentes vagues de personnages et les créateurs. Comics USA, c'est une carte au trésor. Un vrai ouvrage de référence jamais réédité depuis jusqu'à cette version ultime qui inclut tout ce qui s'est passé depuis 1975. Vous êtes à jour, vous êtes un jour posé des questions sur les comics et leur évolution. Les réponses sont ici. C'est le genre de livre que je pense qu'on doit avoir parce que on est dans une époque où on revoit une popularité montante des comics américains. C'est bien entendu dû au film qu'on voit de Marvel. Bon, pour le meilleur et pour le pire, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'écoutent qui n'aiment pas ce genre de film, mais ça a quand même eu un effet positif de refaire une cote de popularité aux comics. Et puis ça, ben, c'est une nouvelle édition de Comics USA, une très, très belle édition, parce qu'en l'intérieur, on a vraiment toute l'histoire des comics. Alors, c'est vraiment très, très bien fait, très bien documenté, un très beau livre, et c'est aux éditions Hugin & Munin. Alors, j'ai très, très hâte de feuilleter ça, juste ici. Ne vous gênez pas, si vous avez des questions, des commentaires, vous m'en faites part. Je vous l'ai dit, on parle ensemble, on se parle entre nous. En parlant de comics, ce magnifique-là, encore une fois aux éditions Hugin & Munin, sur les cartoons, les trésors de l'animation américaine. Un petit livre qui vient vraiment nous parler les plus grands cartoons américains des années 80. Alors, les Tortues Ninja, l'Inspecteur Gadget, les Cosmocats, Garfield, G.I. Joe, SOS Fantôme, les Schtroumpfs et j'en passe. Un magnifique livre qui vient vraiment nous expliquer comment ces cartoons-là ont eu une influence sur l'animation d'aujourd'hui. Et non, ce n'est pas de la nostalgie, c'est simplement que c'est des cartoons qui ont eu une importance et c'est important de nous en parler, d'essayer de connaître comment ils ont eu un impact dans la société. Cette foutue nostalgie-là, je suis tanné d'entendre ça. Alors, dès qu'on parle de quelque chose du passé, on catégorise ça comme une nostalgie. Non, je n'écoute pas du Beethoven parce que je suis nostalgique, j'écoute du Beethoven parce que c'est bon. Je n'écoute pas Safety Dance parce que c'est une chanson nostalgique, j'écoute parce que c'est une bonne chanson. Je regarde pas He-Man parce que je suis nostalgique, je regarde He-Man parce que ça a été une série importante dans l'histoire de l'animation mondiale. Alors, foutez-moi la paix avec la nostalgie, pardonnez-moi, c'était ma montée de lait. Alors, à un moment donné, il faut en revenir avec ce petit côté nostalgique-là. Hein? Les gens ne regardent pas les vieilles affaires ou ne jouent pas avec des vieilles vidéos parce qu'on est nostalgique. On joue parce que c'était bien fait, puis que c'était des grandes œuvres, puis on veut en rejouer à ça. Alors, moi, quand je relis Infinity Gauntlet, je suis pas nostalgique d'Infinity Gauntlet. Je relis Infinity Gauntlet parce que c'est 6 tomes importants dans l'histoire de Marvel, puis j'aime ça le relire tout simplement parce que c'est important. La même affaire avec Secret World, n'importe quoi. Alors, très beau livre de cartoon. Ce qui est intéressant à l'intérieur de tout ça, c'est que ils nous ont donné des petits, comme des facsimilés à l'intérieur pour nous expliquer comment ils ont construit les personnages. Alors, ça m'amène, moi, un problématique parce que je sais que quand je vais le prêter, j'espère que ça va revenir en un seul et unique morceau, mais je suis pas trop inquiète, là. Mais c'est un super beau livre. Alors, voilà. Cartoon, les trésors de l'animation américaine. J'ai hâte de lire ça. Je vais essayer de le mettre là. Hey, je vais dépêcher parce que c'est déjà 34. Là. Bon, ça, j'en avais parlé, la BD. Rapidement, Alain Damasio, La Horde du Contrevent. Alors, on n'a pas souvent je ne parle pas souvent de romans fantastiques ou fantasy ou de science-fiction français. Alors ça, c'est écrit par un Français. La BD que j'ai lue est extraordinaire. Alors, j'ai très hâte de lire le livre. On m'a dit que c'était quand même assez difficile à lire, que ça prenait vraiment beaucoup d'attention, que c'était un monde très complexe. Je m'en fous, je vais le lire. Ça a eu beaucoup de succès, ce livre-là. Ça a été acclamé par la critique. Alors, La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Alors, très hâte de lire ça. Je termine avec un livre. Et là, Yann, faut pas que tu cries. Mon ami Yann, il va comprendre.
c'est la nouvelle, encore une fois, c'est aux éditions Huggin and Migging, et c'est la nouvelle trilogie officielle de Alien. Alors, Alien hors des ombres, juste ici. Envoyé dans les mines de planète hostile, l'équipage du Marion doit affronter des conditions difficiles. Climat aride, espace restreint, la mission s'annonce périlleuse, mais rien ne pouvait préparer Hope et ses compagnons à faire face à la menace des passagers clandestins ramenés bien malgré eux par les mineurs. Leur unique espoir, la seule personne à avoir jamais survécu à l'attaque de ces créatures vicieuses, une femme qui devra braver les fantômes de son passé, une inconnue du nom d'Ellen Ripley. Bang! Tome 1 ici, l'ombre hors des ombres. Tome 2, la mer des chagrins, juste ici. Alors, lorsqu'il croit être une simple mission de routine, le sous-commissaire Ian Decker comprend que la planète New Cavelston cache de bien sombres secrets au fond de sa mer de sable toxique. Quelque part dans ces longs tunnels oubliés, patiente en effet ce que la compagnie Weyland-Yutani convoite le plus, des xénomorphes vivants, car Decker n'a pas été choisi par hasard. Des centaines d'années plus tôt, son propre ancêtre a lutté la première contre terrible espèce, démarrant une vente d'état sanglante qui n'a jamais trouvé sa fin. Les créatures ont juré vengeance contre le destructeur Ellen Ripley. Alors ça, c'est le tome 2 et le tome 3 n'est pas encore est à paraître. C'est le fleuve de la douleur. Alors ça, c'est la nouvelle trilogie officielle de Alien. Alors pour les gens qui aiment Alien, alors oui, il y a eu une novélisation du film Alien, mais il y a eu beaucoup de trucs qui s'est fait à côté d'Alien en BD chez Darkos, mais également en roman. Alors, de la lecture pour les gens qui aiment Alien, hein, avec Covenant qui vient de sortir. Alors ça, c'est des petits bijoux. J'ai bien hâte de lire ça. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin avant de vous parler de ma BD. En ces temps d'intelligence artificielle, de tout ce qui touche la réalité virtuelle, la réalité augmentée, quand on parle de tout ça, on a toujours une idée qui vient nous frapper. C'est l'œuvre de Shiro avec Ghost in the Shell et l'œuvre de Hoshi avec l'animé de Ghost in the Shell. Et aux éditions Huggin and Mana et Kana ont décidé de faire un magnifique volume qui s'appelle la saga Cyberpunk décryptée. Alors, c'est Ghost in the Shell, juste ici. Et on va parler à l'intérieur de ça, de tout ce qui a été fait des animés et des séries à la télévision. C'est un magnifique livre qui va vraiment expliquer tout le concept que Hoshi, que Shiro et tous les gens ont travaillé là-dessus. Ils vont expliquer chaque personnage, c'est quoi les relations des personnages, c'est quoi les sections. Le Puppet Master, on y va vraiment très, très, très loin. Les armes, les costumes, les scènes, les mystères de tournage, les mystères des animations, les véhicules, tout est décrypté de A à Z. Mon seul hic, c'est qu'on ne parle que du visuel au niveau grand écran ou petit écran. On parle un peu de l'œuvre de Shiro, bien entendu, parce que c'est lui qui l'a créé, mais on parle pas du tout des mangas, pratiquement pas. Mais c'est un magnifique livre pour les gens qui veulent en savoir plus sur Ghost in the Shell. L'importance que cette franchise-là a eue sur la science-fiction et sur le cyberpunk est incomparable. C'est un œuvre culte, un œuvre fort dans ça, pour le cyberpunk, pour la réalité virtuelle. Alors, Ghost in the Shell, c'est ça. Et ce livre-là, je pense que c'est la Bible pour tous les gens qui rêvent de Ghost in the Shell. Alors, un magnifique livre. As-tu lu la suite de Ghost in the Shell? Shell Man Machine Interface? Oui, je l'ai lu. Et puis, à l'intérieur de ça, on va parler vraiment de toutes les séries. Hein? On va commencer, bien entendu, par Ghost in the Shell, Innocence, Standalone Complex, Standalone Complex 2, Solid Snake Society, Arise, le New Movie et bien entendu le nouveau film en vrai, en live. Alors, un superbe bouquin, très, très, très joli. C'est une pièce, selon moi, d'anthologie pour la science-fiction et la cyberpunk. Alors, pour les gens qui aiment ce style-là, mais c'est pas rien que pour les gens qui aiment ce style-là, je veux dire, ça a tellement eu d'importance, ça a tellement influencé d'autres gens qu'on n'a pas le choix d'avoir des trucs comme ça vraiment pour bien expliquer le tout. Et puis, on est vraiment dans l'époque où ce que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, telle qu'on l'a vu en 95 dans Ghost in the Shell, on est rendu là. Alors, ce n'est plus de l'anticipation, c'est vraiment rendu maintenant de la réalité. Alors, magnifique livre, Ghost in the Shell, la saga Cyberpunk décryptée.
Alors, go! Allez vous chercher ça. Et bon, je termine avec ma dernière lecture de BD. Alors, petite nouveauté que j'ai eue. J'aime beaucoup, moi, les trucs au niveau de l'Antiquité, Rome et tout ça. Je sais que j'en ai parlé souvent, Les Aigles de Rome de Marini ou encore le dernier Alix de Valérie Madjan. Il y en a plusieurs qui s'en sont sortis. Ici, on a un nouveau venu qui s'appelle Le Troisième Fils de Rome, qui va mélanger fiction et histoire, alors, bien entendu. Alors, on connaît la légende de la naissance de Rome, fondée par les jumeaux Romulus et Rémus, fruit de l'union entre Mars et la Vestale Rhea, Sylvia, sauvée du Tibre et élevée par une gnome, mais on ignore qu'un autre enfant est né de cette union forcée entre Rhea et son oncle Amulius. Ce troisième fils et ses partisans, à l'origine d'un ordre secret, vont influencer et changer à tout jamais l'histoire de Rome. Ici, c'est le tome 1. Alors, cette série-là est prévue pour 5 tomes. Alors, le tome 1 qui est Martius, qui se passe à 203 avant Jésus-Christ. Alors, les dieux au premier rang desquels Mars savent les agissements et le but de cette secte. Il convient alors à Martius, un héros, mi-homme, mi-dieu, la mission de protéger Rome, sa civilisation et son empire, et d'anéantir les ambitions maléfiques du troisième fils de Rome. Alors, on a une belle histoire ici qui mélange fiction et historique. Le premier tome s'appelle Martius, le deuxième va s'appeler Unius, le premier Spartacus, qui va se passer en 138 avant Jésus-Christ. Le tome 3 se passera en 83 avant Jésus-Christ, c'est Scylla et Pompée. 52, le tome 4 avant Jésus-Christ, César et Vergingétorix. Et le tome 5 sera Marc-Antoine et Cléopâtre, qui sera à moins 32 avant Jésus-Christ. Alors, j'ai beaucoup aimé ça, honnêtement. Alors, j'aime beaucoup le style de dessin. Je ne vais pas nommer les gens qui ont travaillé dessus, là, c'est quand même important. Là. Alors, scénario, c'est de Laurent Moénard, que je ne connais pas, honnêtement. Je suis allé voir un peu qu'est-ce qu'il avait fait, mais c'est vraiment la première fois que je le lis. Je sais qu'il a travaillé sur Bleu 46, puis sur d'autres trucs, le Sixième Soleil, entre autres, mais c'est vraiment la première fois que je le lis. Par contre, le dessinateur Stefano Martino, c'est quelqu'un qui travaille qui a fait quand même plusieurs choses. Je pense qu'il travaille présentement pour Darkos. Il a travaillé aussi pour DC et tout ça. Et ici, à la bibliothèque, on a ces 2 tomes qu'il a fait de Nosferatu. Alors ça, c'est le même dessinateur. C'était vraiment super génial, ces 2 petits livres-là. Alors ici, on arrive avec un dessin qui est quand même bien réalisé. Je vous dirais un style réaliste. Juste là, avec une très, très belle coloration. Hein? Alors, on mélange un beau mélange de fiction et d'histoire. Des scènes d'action quand même assez grandioses, assez épiques. Hein? Je veux dire, j'ai beaucoup aimé cette histoire-là de troisième fils qui vient vraiment là, comme vouloir anéantir Rome parce que, dans le fond, c'est le troisième un peu qui vient mêler les choses avec cette secte-là. Alors, on a vraiment un petit côté complotiste à l'intérieur de tout ça qui vient se ranger là-dedans. Rome, on va mélanger tout ça. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé que c'était quand même original comme histoire de venir chercher ça. Et à l'intérieur de ça, ben lui, on va parler beaucoup de la Grande Guerre qu'il y a eu. Attendez-moi, là. Je vais pas me tromper. Excusez-moi, là, j'ai comme un blanc. Je m'avais mis un petit truc, mais j'ai comme oublié de le trouver. Hannibal. Et voilà, c'est les troupes d'Hannibal qui se préparent pour aller vraiment attaquer Lyon, attaquer Rome, mais il va avoir sa fameuse grande guerre avec Scipion en Afrique. Alors, ça vient vraiment jouer là-dedans. Et le personnage qui n'existe pas, là, Martius, il joue un blanc, mais c'est pas grave, ça m'arrive, qui va rentrer à l'intérieur de ça. Et le troisième fils de Rome, qui est la secte, lui, va arriver là pour essayer de faire pencher la phalange pour anéantir Rome. Alors, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé que c'était bien écrit. J'ai trouvé par contre que ça allait trop vite. J'aurais aimé ça, en savoir plus sur Martius. On commence l'histoire, il est déjà grand, il est déjà l'équerre punique. Merci, moi je savais que mon ami Yann, qui est un féru d'histoire, allait me corriger et puis me remettre sur la ligne droite. La force des réseaux sociaux, hein, c'est pas rien que mauvais les réseaux sociaux, hein, ça permet également de rester en contact avec des gens qui en savent plus que nous et qu'on peut en prendre. Alors merci mon ami Yann.
J'ai beaucoup aimé ça, mais j'ai trouvé que ça manquait de substance au niveau des personnages. J'aurais aimé ça en connaître plus. Marcus, on le connaît, on le voit, puis il est déjà grand, il est déjà très bon guerrier et tout ça. Et puis j'aurais aimé ça en savoir plus. Peut-être que ça va être dans les autres tomes ou c'est pas prévu. Peut-être qu'il veut vraiment se concentrer sur l'influence que la secte du troisième fils de Rome a eu. J'ai trouvé que les scènes de combat étaient quand même assez grandioses, assez épiques. Au niveau du dessin, c'est super, c'est sublime, là, au niveau des décors, au niveau des costumes, au niveau de la mise en scène, ça roule tout seul, ça se lit super bien. C'est vraiment, on se perd pas dans le dessin, dans le découpage non plus, dans le cadrage. Les jeux, on joue beaucoup avec l'ombre, les lumières, tout ça, l'ambiance. J'ai beaucoup aimé ça. Regardez, il y a un exemple de planche ici, là, juste ici. Là. C'est vraiment très, 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 très bien fait. J'ai rien à redire là-dessus. J'ai trouvé, par exemple, c'est ça, j'ai comme une impression de vitesse. Tu sais, des fois, j'aurais aimé ça, que les scènes de combat qui vont se jouer sur une planche ou deux, d'avoir plus longtemps pour la rendre encore plus épique. Il y a ce petit côté-là qui m'a manqué parce que j'étais comme dans l'action, puis ça va comme trop vite. Puis je fais comme, j'en veux plus. Tu sais, mais dans le fond, c'est pas vraiment un point négatif, c'est un point positif, là. Parce que j'ai quand même bien aimé ça. Je trouve que c'est une bonne façon de marier les deux. Puis c'est une belle introduction. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les autres parce qu'on va quand même faire un grand saut temporel. Donc, on va passer du premier à 300, moins 203 avant Jésus-Christ à moins 138. Fait qu'il y a quand même une bonne partie de l'histoire qui va sauter dans le temps. Alors, les scènes de combat, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté 300 au niveau graphique. Là. Beaucoup de violence, beaucoup de sang, ça jute, c'est vraiment intense. J'ai trouvé que c'était vraiment très intense. Mais c'est très dynamique, c'est très rapide, ça se lit super bien. Alors, j'ai beaucoup aimé ça. Alors, c'est aux éditions Soleil, juste ici. Alors, je répète, hein, c'est Monsieur Laurent Moinard au scénario et Stefano Martino au dessin. Les couleurs sont de Stéphane Petro et l'illustration de couverture est de Pierre Loviette. Alors, juste ici, une belle lecture pour les gens qui aiment ce style-là. Go, sautez là-dessus. J'ai adoré ça. Alors, mon seul bémol, comme je l'ai dit, j'aurais aimé ça en savoir plus sur le personnage principal, le développer plus. Peut-être qu'on serait attaché plus aussi, plus à lui également, mais c'est une très, très belle lecture. Moi, j'ai bien aimé ça. Alors, ça se lit bien. C'est sublime. Troisième fils de Rome, les dessins, sublime. Les dessins de Martino, là. Ah, il y a le même nom que Martino. C'est plate, hein? J'ai à flasher sur ça. Hein? Mais, en tout cas, c'est vraiment beau. Très beau. Très, très beau. Comme vous savez tous, je suis un fan inconditionnel de Ready Player One. Je suis allé voir le film la semaine passée. J'ai marqué mon appréciation sur Facebook. Alors, si vous voulez aller le lire, c'est sur mon profil. Moi, j'ai adoré ça. J'ai trouvé que c'était vraiment une très, très bonne adaptation. Bien entendu que c'est pas fidèle à 100% au roman. C'est normal parce que le roman était pratiquement inadaptable, mais une bonne adaptation, c'est de savoir garder l'essence, la philosophie, les personnages comme ils l'étaient, comme ils sont. Et c'est ce que j'ai retrouvé à l'intérieur de tout ça. C'est ce que j'ai retrouvé à l'intérieur de ce film-là. C'est exactement le même ressenti que j'ai retrouvé en lisant le livre. Ernest Cline, c'est un auteur que j'apprécie énormément. Et je suis en train de lire son deuxième bouquin qui est Armada, qui vient tout juste d'être publié en français. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture. Alors, on est en Oregon, USA. Zach Lingman rêve d'un autre monde. Son père a disparu tragiquement. Sa mère rentre tard chaque soir et au collège, il passe le plus clair de son temps à défendre des souffres-douleurs. Il ne se sent pas chez lui. Il ne sent chez lui qu'au Starbase Ace, la salle de jeux vidéo où ses réflexes, son intuition, son sens de la stratégie lui valent déjà une belle réputation. De là à ce qu'un ATS 31 sorti tout droit de l'univers virtuel d'Armada se pose sous ses yeux dans un rugissement de tuyère. Alors, on est dans le même style de littérature que Ready Player One. On a un jeune garçon, à peu près 18 ans, environ 18-19 ans, qui tripe également sur les jeux vidéo et tout ça. Mais là, on parle pas de jeux vidéo antiques, bien entendu, qui aime les jeux vidéo, les vieux jeux comme nous tous, mais il joue à un jeu qui est très, très actuel. Qui est un jeu en ligne, qui date pas des années 40, qui date vraiment de notre époque, qui n'existe pas, bien entendu, et on va se rendre compte que ce jeu vidéo-là a été créé de toutes pièces pour former des gens à une future défense planétaire pour contrer une invasion d'une race extraterrestre. Et on se rend compte également que
Tout la venue de ces extraterrestres-là a été cachée, bien entendu, à la population pour permettre aux gens qui connaissent la vérité de bien créer tout ce côté défense-là. Alors, il y a un petit côté très complotiste à l'intérieur de ce livre-là. On a déjà entendu parler de ça, hein, des jeux vidéo qui ont été créés pour faire des tests sur les humains et tout ça. Il y a la fameuse borne de jeu qui a disparu dans les années... je me souviens pas de quelles années, je me souviens pas non plus du nom, en tout cas, mais tu sais, c'est une légende urbaine. Alors, on est parti de cette légende urbaine-là, on l'a vraiment modifié, on l'a agrandi. Pour l'instant, je trouve que c'est un mélange entre Ender's Game, le roman, et le film de Last Starfighter, si les gens l'ont vu. C'est dynamique, c'est bien fait. Ça joue un peu avec des références, mais on parle vraiment de références 80, 90 en montant, ce qu'on n'avait pas dans Ready Player One. C'est pas le même genre du tout non plus, parce que là, on n'a pas quelqu'un qui est basé, qui vit à l'intérieur de ces années-là. C'est vraiment quelqu'un qui a un amour pour les vieux jeux, mais qui joue à un nouveau jeu, qui va être amené à défendre sa planète avec ses compétences qu'il a développées en jouant. Alors, c'est comme si on jouait à StarCraft et on se rendrait compte que, dans le fond, c'est un jeu qui a été créé pour se défendre des extraterrestres qui nous tombent dessus. Alors, tous les meilleurs joueurs de StarCraft sont réunis ensemble. Puis, ben, là, ce n'est plus de la fiction maintenant, c'est la réalité. Alors, embarquez dans vos vaisseaux, vous contrôlez les hommes, puis vous envoyez les drones vous battre, et c'est vous qui les contrôlez. Alors, c'est un peu ça, le livre. C'est bien écrit, c'est très dynamique, encore une fois. J'adorais ça, beaucoup de références, encore une fois, au passé, comme Ernest le fait si bien. Alors, une belle lecture. Je sais que les droits viennent d'être vendus. Ben, à fond, les droits ont été vendus avant que le livre soit écrit, là, mais ça, c'est à cause que Ready Player One était déjà vendu. Mais on est en train de travailler sur le scénario de ce livre-là. Ça va être adapté également au cinéma. Alors, Armada d'Ernest Cline. Alors, très, très beau livre que je suis en train de lire. Je devrais l'avoir fini dans quelques jours là, pour les gens qui veulent venir l'emprunter à la bibliothèque. Il va être disponible. Alors, c'est un beau bouquin. Alors, et pour les gens qui veulent avoir mon appréciation du film, allez voir sur mon profil Facebook. Alors, merci pour cette chronique. Parlant de nostalgie, demain à Trois-Rivières, première rencontre des nostalgiques de Tintin et de Bob Moran. On espère que ce ne sera pas la dernière. Yes! Alors, vous savez, je pense que je ne reviendrai pas sur le côté nostalgique. Là. J'ai assez fait de ma montée de lait. Là. Alors, 53e anniversaire de la visite de Hergé au Québec. Car le 7 avril, il rencontrait les fans de Tintin au 7e Salon du Livre de Québec. De Montréal, je crois. Hein? Christian, tu peux me corriger. Je crois que c'est de Montréal, au Salon du Livre de Montréal ou au Salon du Livre de Québec, mais je pense que c'est à Montréal. Alors, bref, Hergé, ce n'est pas de la nostalgie. Quand vous lisez du Tintin, vous n'êtes pas nostalgique. Vous lisez une œuvre majeure de la BD franco-belge qui a influencé tout un univers. Alors, lâche-moi avec la nostalgie, s'il vous plaît. Je suis plus capable d'entendre ça. Je suis vraiment saturé, là. Alors, j'écoute pas du Metallica parce que je suis nostalgique. J'écoute Metallica parce que c'est bon, tout simplement. Alors, Tintin, pour les gens qui vont avoir la possibilité d'aller à Trois-Rivières, rencontrer des autres amateurs de Tintin et de Bob Moran. Alors, Bob Moran, la même chose, hein? Bob Moran qui a eu une influence extraordinaire sur un paquet de gens. Alors, là-dessus, si vous n'avez pas d'autres questions, pas d'autres commentaires, je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de semaine, une bonne BD, une bonne fin de semaine BD, une bonne fin de semaine de lecture. Je vous rappelle, un Troisième Fils de l'Homme, belle BD, ça vient tout juste de sortir. Alors, allez courir, allez vous acheter ça ou allez le lire à la bibliothèque, c'est très bon. C'est prévu pour 5 tomes aux éditions Soleil. Et si vous avez la possibilité également de lire Armada, allez-y. Si vous n'avez pas lu Ready Player One, commencez par Ready Player One. Les deux ne sont pas reliés, mais c'est le fun de voir comment l'auteur écrit avec son premier livre. Vous allez avoir une petite idée de ce qu'Armada va vous donner. Alors, très, très beau. Et si je vous recommande un livre cette semaine, Ghost in the Shell, la saga Cyberpunk décryptée chez Hogan & Mudgeon. Alors ça, là, c'est un bijou. Là, je veux dire, c'est comme le Saint Graal du Cyberpunk là, pour les gens qui aiment Ghost in the Shell. Allez-y avec ça. C'est sublime. C'est un livre qu'on peut regarder d'année en année. C'est merveilleux.
C'est un pur bijou. Alors là-dessus, bonne fin de semaine. Merci de m'avoir écouté. Vous avez aimé ça, un petit pouce en l'air. Vous avez pas aimé ça, un petit bonhomme colère, ça ne me dérange pas. Si vous voulez le partager, vous pouvez partager ma vidéo. Je fais pas ça pour avoir des vues. Comme je l'ai dit au début, si je voulais avoir 1 million de vues, je ferais une émission de cuisine ou bien sur des chats. Mais non, je parle de livres, de littérature avec vous. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine.